Voici les titres de l'actualité de ce soir. Réunion d'urgence autour du chef de l'État sur les mesures préventives liées au virus, le coronavirus. Également dans l'actualité, seconde étape du dialogue citoyen initié au profit des populations de la région de Tadjoura, notamment dans la localité de Medgoul. Et dans l'actualité internationale, l'OMS appelle à effectuer un test pour chaque cas suspect. Voilà pour les sommaires, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et nous entamons avec cette réunion du président de la République qui a convoqué aujourd'hui au Palais de la République d'urgence sur les mesures de prévention, de précaution et de vigilance à entériner dans notre pays en matière de coronavirus, menace pathologique de portée mondiale. La réunion diligentée par le président Guelleh a fixé le cadre général d'action et de réponse auquel notre société doit souscrire en vue d'une prévention efficiente à la menace du coronavirus. Si la tenue de la réunion a permis d'informer qu'aucun cas d'affection de cette pathologie n'est jusqu'alors enregistré dans notre pays, elle servit de cadre de concertation sur l'état d'avancement d'action et mesures adoptées en amont contre cette maladie. Elle servit aussi de cadre d'échange à l'identification des mesures de riposte dans l'hypothèse où cette pathologie ferait son apparition à Djibouti. La réunion a par ailleurs permis, sur instruction du président de la République, d'inclure les problématiques et spécificités pathologiques avec lesquelles afflue le coronavirus dans le plan national de sécurité sanitaire. Lors de cette audience de concertation, le président de la République n'a pas manqué non plus de désigner la solidarité nationale comme un facteur propice à la lutte contre cette pathologie. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le chef de la diplomatie djiboutienne Mahmoud Ali Youssouf et le ministre de la Santé Mohamed Ouassama Diria ont pris part à la réunion que je vous propose de suivre, le ministre de la Santé. Un dispositif national de préparation à la riposte a été mis en place et comprend un comité de crise. Et dans ce comité, ce matin, on avait intégré aussi un économiste pour qu'il puisse mesurer l'impact économique par rapport à ces problématiques. Ce comité a pour rôle de suivre la situation nationale, sous-régionale et internationale. Ce comité fera un point de presse régulièrement pour tenir la population informée de l'évolution de la situation sanitaire du pays. Et c'est indispensable. Nous avons également créé plusieurs comités techniques en charge de la mise en place du dispositif de riposte. Ces comités sont de nombre 6. Il y a le comité de diagnostic biologique. Les tests diagnostiques du Covid-19 sont disponibles. La capacité diagnostique est limitée, ça il faut le dire. On a aussi un comité de prise en charge et formation des personnels soignants. Les protocoles de prise en charge sont finalisés et la formation du personnel soignant initiée depuis le 16 mars 2020. Nous avons également mis en place un comité de gestion des médicaments et des dispositifs. Les produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux disponibles ont été revus par les comités techniques pour ajustement. Nous avons également mis en place un comité de ressources humaines. Une liste a été dressée par le comité en charge de ressources humaines ainsi qu'un planning de roulement. C'est-à-dire le personnel ont été déjà identifiés et un planning de roulement pour le site de quarantaine mais également pour le site de prise en charge ont été identifiés. En cas de besoin, les étudiants en médecine et paramédicaux en formation appuieront les personnels soignants. Nous avons également un comité de communication. C'est le comité le plus important. Un plan de communication a été élaboré pour informer et sensibiliser la population djiboutienne sur les mesures d'hygiène et de prévention contre l'infection à coronavirus Covid-19. Nous avons également un plan opérationnel pour la préparation à la riposte de Covid-19 élaboré en collaboration avec l'ensemble des partenaires du secteur de la santé et validé également par l'OMS
qui est agréé à valider les documents. Nous avons mis en place aussi une mesure exceptionnelle, comme c'est l'État qui a pris cette mesure, de suspendre temporaire des vols internationaux des passagers au départ et à l'arrivée de l'aéroport international d'Ombouli. Des mesures de surveillance renforcées au niveau des points d'entrée terrestres et maritimes, avec l'appui des corps constitués, il faut souligner, et je me permets ici à remercier le général Sécrier et le colonel de la police qui nous accompagnent vraiment dans cette démarche. Nous avons créé un site de quarantaine et un site de prise en charge au niveau de l'ancien Bouffard et l'hôpital d'Arta qui vient de nous être remis. Et nous avons mis en place une ligne téléphonique 1517 pour répondre à toutes les questions, comme on a dit la dernière fois. Et un volet multisectoriel qui implique plusieurs départements ministériels à la préparation de pandémie de Covid-19. Je pense également à cette multisectorialité. Il y a aussi les secteurs parapublics, mais aussi privés, les corps constitués et les partenaires internationaux élargis du secteur de la santé. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà les démarches qui ont été entreprises au niveau du ministère de la Santé. Le président de la République s'est également exprimé. Il a recommandé notre société doit appréhender le problème de santé publique du coronavirus comme un défi lancé à sa capacité à faire preuve de cohésion entre ses différentes composantes et notamment d'une solidarité agissante au profit de nos compatriotes les plus fragiles, les personnes âgées et les enfants. Nous sommes rassemblés ici pour prendre des mesures de prévention et de contrôle immédiat contre cette pandémie que le coronavirus qui rôde autour de notre pays. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour une meilleure protection à notre population. Dieu merci, il n'y a pas eu de cas qui a été détecté, vu ou confirmé, mais comme cela a touché les pays voisins, il est de notre responsabilité de protéger notre population. Le gouvernement a créé des comités de suivi. Les gens peuvent donc, vous pouvez voir autour de cette table des médecins, nous avons créé des sous-comités. Nous avons également créé un numéro vert d'urgence que toute personne peut joindre en toute heure. Tout un dispositif de riposte à cette pandémie éventuelle a été mis en place. Un budget de l'ordre de 500 millions de nos francs a été également débloqué pour l'achat de matériel et équipements médicaux. Si toutes ces mesures sont prises, elles ne sont pas prises que pour le bien-être de la population. Nous exhortons à ce que la population puisse suivre à la lettre des mesures barrières indispensables pour faire barrage à cette pandémie. Ces mesures sont des mesures qui bloquent le virus au cas où un cas serait détecté. C'est un virus qui peut vivre dans l'air, alors il faut faire attention à toute activité publique, notamment les sorties, le lieu bandé et de réduire tout contact. Il faut minimiser les contacts sociaux, ce qui signifie limiter toutes les rencontres familiales ou autres. Il faut des gestes adaptés au quotidien pour éviter la propagation du virus, comme se laver les mains au savon ou des solutions hydroalcooliques. Cela vous évite d'être contaminé. Toute personne qui voit apparaître des symptômes comme de la fièvre, tout doit immédiatement joindre le numéro 1517. Vous avez vu à travers le monde des pays où la population est confinée, où les écoles sont fermées, les universités avec la fermeture de tous les commerces. Nous ne devons pas en arriver à ce point et pour cela, il faut que nous soyons vigilants et grâce à Dieu, si nous faisons front commun, nous y arriverons. Ainsi conclut ses propos le président de la République. Une fois les discussions terminées, afin de sensibiliser la population, le chef de l'État a fait une démonstration des gestes préventifs en procédant à une séance de lavage des mains. Un geste simple et anodin, mais qui peut vous éviter d'être infecté par le coronavirus.
En bref et en image, avec cette réception de l'envoyé spécial du président égyptien Aboubakar Afni à la primature, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed donc a reçu aujourd'hui l'envoyé spécial Afni qui a remis un message écrit du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi au président de la République Ismaël Marguerite. La rencontre qui a eu lieu en présence notamment du chef de la diplomatie djiboutienne Mahmoud Ali Youssouf et de l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti, Dr Mohamed Mustafa Orfi. Le Premier ministre et l'émissaire égyptien ont évoqué les relations d'amitié et de fraternité et les coopérations conjointes existantes entre les deux pays dans divers domaines. Sur le barrage de la Renaissance. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie portait sur les relations bilatérales entre les deux pays. Le président Sisi et son frère Ismaël Omar Djili se sont convenus à élever le niveau de relations entre les deux pays pour arriver à un niveau stratégique dans tous les domaines, que ce soit logistique, sanitaire, sécuritaire et d'autres. Donc les relations entre l'Égypte et le Djibouti sont des relations très anciennes, des relations historiques. Bien sûr, nous appartenons, nous les deux, aux deux familles, africaines et arabes. Et c'est dans ce cadre que je suis venu ainsi porteur de ces deux messages-là. Je vous le disais en titre, seconde étape du dialogue citoyen initié au profit de nos populations de la région de Tadjoura. Le président Ismaël Marguerite ne put, pour des raisons d'ordre météorologique et d'incompatibilité avec son déplacement prévu à bord d'hélicoptère, se rendre hier à la localité de Madgoul, censé abriter la seconde phase du débat citoyen entériné au profit de la région du Tadjoura. Si indépendamment de sa volonté, le chef de l'État n'a pu assister au dialogue qu'il a souhaité planifier lui-même avec ses compatriotes de Madgoul et autres localités environnantes, il prit toutefois les dispositions nécessaires à la tenue de l'événement, notamment en demandant à 3 membres de son gouvernement de le représenter et de s'astreindre comme il le fait lui-même à l'ensemble des activités propres à cet exercice d'échange, de débat, de concertation et des formulations des requêtes propices au bien-être des populations de nos régions de l'intérieur. Ainsi, le secrétaire d'État chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, qui a pris la parole, a rappelé à la population de Madgoul que lui et ses collègues étaient là pour représenter le président de la République en vue de les écouter, recueillir leurs suggestions et doléances. Il a indiqué que c'est sur instruction du président de la République que la rencontre se poursuit et que toutes les questions enregistrées lui seront directement adressées à Hamadou Mohamed Alamis. Ça a également transmis à la population un message du président Guélé que leurs demandes concernant une école et un centre de santé seront réalisées. Les représentants de la communauté de Madgoul et ses environs sont intervenus tour à tour également pour remercier le président de la République pour les réalisations et notamment le nouveau forage avec 50 mètres cubes d'eau par heure. Oumar Hamid, député de la région de Tadjoura, a également fait part des préoccupations et demandes pour le changement des conditions de vie des populations reculées dans le nord du pays. Je vous emmène à Obok cette fois. Le chef de l'État a lancé une fondation appelée Droit au logement. À travers cette idée, le chef de l'État a voulu offrir des logements décents aux personnes à faible revenu. Cette initiative a été lancée sur l'ensemble du territoire national. La région d'Obok n'est pas en reste, en effet, avec le lancement des travaux de construction de plus de 100 logements. Il y a de cela des mois. Connaît-il les réponses dans ce reportage? C'était il y a quelques mois. Le Premier ministre, Abdelkader Kamil Mohamed, lançait au nom du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, les travaux pour la construction des 100 logements sociaux, initiative de la Fondation Droit au logement créée en 2016 par le président Guelleh. Une organisation caritative visant à garantir l'accès à un logement décent aux ménages djiboutiens les plus démunis ou ceux dont les revenus sont modestes, comme l'a rappelé le Premier ministre au moment de lancer les travaux. C'est pour la fondation du président dédiée au logement que nous venons de poser la première pierre. C'est la première région pour ces programmes. Nous sommes là pour cette raison. Ainsi, à Obokville, le chantier a avancé assez rapidement depuis la pose de la première pierre. Des maisons ont pris forme et sont aujourd'hui en phase de finition. Elles accueilleront bientôt les premiers bénéficiaires. Le secteur du bâtiment connaît un pic dans la ville de Hayou. Des chantiers poussent un peu partout et en particulier dans les périphéries.
Ce qui, par conséquent, donne à cette initiative de la Fondation plus de légitimité en mettant à la disposition de ceux qui n'ont pas les moyens de construire des logements et ainsi faire preuve de justice sociale. Pour le préfet de la région, Abdul Malik Mohamed Bounouta, ces projets restent l'un des plus importants dans la région dans l'amélioration des conditions de vie des habitants de la région. L'exode interne fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu dans l'arrière-région leur cheptel et toutes les richesses qu'ils avaient se sont déplacés dans les chefs-lieux. Donc ces gens-là, aujourd'hui, n'ont pas des endroits où habiter. Donc ils sont dans les quartiers que vous avez certainement vu, dans les quartiers qu'on appelle Fantihiro. Et c'est cette réponse qu'on attendait du gouvernement. Le président l'a initié à Djibouti et il a souhaité étendre ces logements vers les régions. Après la capitale, Obok est la première région à avoir bénéficié de ces programmes, dont la première phase est en cours d'achèvement. Un programme qui suscite beaucoup d'espoir parmi les Obokois à très faible revenu. Cette initiative gouvernementale sous le leadership du président de la République, le fait d'offrir des logements décents à des familles vulnérables, c'est une très bonne initiative que nous saluons. Et à Fantihiro, maintenant, en l'espace de même pas une dizaine d'années, ces quartiers a quadruplé. Donc aujourd'hui, le nombre de ménages à Fantihiro, ça atteint 350 ménages. C'est énorme. Donc dans ces ménages-là, comme on le disait, il y a des familles qui sont venues du milieu rural. Et qui sont là aussi, qui ont fui les sécheresses parce que les cheptels ont été décimés. Donc je pense que même si on ne pourra pas tous prendre les gens de Fantihiro, il y aura quand même dans certaines familles qui seront délocalisées là-bas. 100 maisons sont en construction pour le plus nécessiteux. Les travaux sont en cours et ça avance très bien. Tout ceci grâce à la politique d'Ismaël Omar. Depuis le lancement, il y a 4 ans, l'organisation a aidé des centaines de familles djiboutiennes, ce qui fait de la Fondation Droit au logement du président de la République un exemple de choix de la solidarité agissante dans notre pays. Eh bien, la région d'Obok est la région la moins avancée parmi les 4 autres régions. Néanmoins, cette région possède des atouts dans le secteur du commerce. C'est l'objet de ce magazine de la rédaction. Aider les populations des régions de l'intérieur et en particulier celles qui souffrent de l'extrême pauvreté. Tel est l'objectif du gouvernement qui, grâce à l'appui de la Banque mondiale dans le cadre du projet des réponses en développement aux impacts liés au déplacement dans la Corne de l'Afrique, finance des programmes dans la région d'Obok. Obok, où ce plan consiste à regrouper des femmes et des jeunes avec la mise en place des fonds de roulement. Nous sommes à quelques centaines de mètres du chef-lieu, à Fantihiro, où ce programme a permis de financer plusieurs activités génératrices de revenus. Des activités qui vont du commerce en détail, comme des petites échoppes, à la vente des fruits et légumes, mais aussi des cabines téléphoniques. Des financements à hauteur de 400 000 francs, dont les premiers résultats se font déjà sentir en quelques mois. Avant, j'ai travaillé dans une autre cabine téléphonique pour gagner ma vie. Mais aujourd'hui, ma situation s'améliore de mieux en mieux et je sais que je vais aller de l'avant. J'ai eu un passé difficile, mais les choses ont changé. Sur place, la DDS a désigné Fatouma Abdou pour ce programme. Elle est formatrice et facilitatrice. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec l'une des bénéficiaires pour suivre ses activités et éventuellement la conseiller. Moussa a été aussi retenu parmi la centaine des candidats. Aujourd'hui, il sillonne Hayou et ses localités avec son tuk-tuk et gagne sa vie grâce à cette initiative du gouvernement. Je conduisais encore le tuk-tuk d'un ami quand j'ai entendu parler d'une formation et de 400 000 francs pour les personnes sans emploi. Comme je savais qu'il y avait des opportunités en desservant les localités comme Dalai, à 30 km d'ici, j'ai décidé de me lancer et tout va bien. Je ne sais pas si avec mes associés on doit acheter un deuxième tuk-tuk, mais nous voulons investir dans un réfrigérateur solaire pour ouvrir une boutique à Dalai. Pour la facilitatrice de ce programme, ces jeunes ont été un exemple de choix. Actuellement, les candidatures connaissent un pic. Les jeunes sont motivés
et ils sont vraiment intéressés et veulent travailler et ouvrir leur propre AGR. On a prévu de former 330 jeunes, c'est-à-dire valider 55 projets à Oborgville. Jusqu'à là, on est à 25 projets et puis après, il reste encore 30 autres projets à valider. J'espère que les jeunes vont pouvoir en profiter et travailler par la suite. Un autre projet aussi important existe dans la région depuis déjà quelques années. Il s'agit d'une approche appelée groupe d'entraide et d'affinité, pilotée par la communauté et vise à améliorer les moyens de subsistance. Ainsi, en août 2017, 8 groupes de 15 femmes ont été mis en place. En 3 ans, ces chiffres ont été multipliés par 3 pour atteindre 274 membres. Avant ces programmes, les Obokoises se sont organisées pour cotiser et pour certaines, de lancer des micro-activités génératrices des revenus qui, ensuite, sera renforcée par ces programmes. Je suis la responsable de la famille depuis le décès du père de mes enfants. J'ai commencé à vendre de petits articles qui me permettaient de couvrir le frais scolaire et les autres petites dépenses pour mes enfants. Et enfin, un jour, j'ai intégré un groupe avec qui j'ai cotisé 100 francs jusqu'à que la DDS nous vienne en aide. C'est ainsi que j'ai bénéficié 20 000 francs au début, puis 100 000 et 150 000 à la fin. Et c'est cette dernière tranche qui a réellement amélioré ma vie. Fatouma Haïsama travaille à l'antenne CEPEC de la région et aide ces femmes dans leurs projets. Comme les projets fonctionnent bien et que les femmes sortent de la pauvreté, il y a d'autres femmes qui veulent aussi et qui viennent nous demander. Et on est sur le terrain aussi pour sensibiliser de nouvelles femmes. On a encore besoin du groupe et on leur donne des morales, on leur dit qu'on est à côté de vous et on va vous suivre. Comme pour Chehem, Saïda ou Moussa, grâce à ces programmes, une centaine de femmes de la région et de jeunes vivent aujourd'hui des activités génératrices de revenus. Des activités qui font la différence chaque jour et leur permettent de s'éloigner un peu plus de la pauvreté. Dans le cadre de la Semaine nationale de la femme, qui a été clôturée samedi 14 mars au complexe sportif féminine de Djibouti, une journée sportive et de découverte du complexe sportif a été organisée. Le thème de cette journée est « Je suis de la génération égalité, un esprit sain dans un corps sain ». En dépit de certains progrès, la communauté internationale s'accorde à reconnaître que la situation de la plupart des femmes et des filles dans le monde évolue extrêmement lentement. Après, il y a eu le remise du trophée aux équipes qui ont gagné au foot, au handball et au tennis de table, les 2 premières de Tunis. Enfin, l'équipe de foot féminine Sénor ont donné un cadeau à la première dame de la République, qui est présidente de l'UNFD, cadeau qui a été remis à la vice-présidente de l'UNFD pour qu'elle remet à la première dame. Et à la fin, une photo de famille a été réalisée. Et voilà qui nous ramène de parler de ce communiqué du ministère du Commerce qui informe qu'en étroite collaboration avec les départements du budget, de l'économie et des finances, mais également du secteur privé, il a mis en place un comité technique restreint et entamé le travail afin de juguler d'éventuelles hausses de prix, mais surtout pour prémunir d'une pénurie de denrées alimentaires. Eh bien, ce même comité a tenu une réunion hier avec les principaux importateurs à la Chambre de commerce, dont l'objectif fut d'arrêter le volume de stock disponible en le déclarant et la stabilité du prix. Les opérateurs ont rassuré les responsables de l'administration sur la disponibilité suffisante des denrées alimentaires. Compte tenu des prévisions pour le mois béni du Ramadan, au cours duquel une forte consommation est observée au niveau des ménages, le stock disponible et les commandes en cours couvriront la demande du marché pour plusieurs mois. Suite à cette réunion, il a été constaté une augmentation subite de la consommation des produits alimentaires constatée ces derniers jours. Le ministère du Commerce tient à informer et rassurer la population djiboutienne de la disponibilité d'une quantité suffisante des stocks des produits alimentaires pour les prochains mois. Le ministère a profité de cette occasion pour appeler aux importateurs, distributeurs et détaillants au strict respect des prix homologués par l'État et les informer qu'une campagne de contrôle sur les prix est en cours et les commerçants incriminés seront sanctionnés sévèrement conformément à la réglementation en vigueur.
Autre communiqué, cette fois-ci du ministère du Transport qui indique que dans la continuité de la gestion proactive du gouvernement contre la lutte du coronavirus, le ministère de l'Équipement et des Transports informe la population qu'il a été décidé la suspension du train de passagers reliant Djibouti à l'Éthiopie à compter du 20 mars. Et ce jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure concerne uniquement les passagers et non le cargo et le transport des marchandises. Le transport des marchandises continuera d'évoluer normalement et ne fera pas l'objet de suspension. Fin de citation. Diplomatie à présent, où l'ambassadeur de la République du Djibouti auprès de la République du Soudan, Ahmed Ali Barri, a été reçu ce mardi par Bachir Manis, ministre du cabinet du Premier ministre en visite de travail dans son bureau. L'entretien s'est déroulé dans un climat de confiance et a porté sur les sujets d'intérêt commun entre les deux pays, surtout les relations bilatérales que les deux responsables ont souhaité voir se développer davantage sur des horizons plus larges. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de notre collègue Ahmed Abdillahi Rayad, survenu ce matin à son domicile à la cité Makka al-Mukarrama. Né le 3 octobre 1974 à Diki, le défunt intègre la radio-télévision le 1er février 2004 en qualité de technicien. Après de nombreuses formations à l'étranger, Ahmed Abdillahi a été nommé chef de centre TV avant d'intégrer dans le centre de transmission comme responsable. Il laisse derrière lui une fille. En apprenant cette douloureuse disparition, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, la direction générale à sa tête, le directeur général Mahmoud Khaled, adresse à la famille et aux proches du défunt. Les personnels de la radio-télévision de Djibouti s'associent également à la douleur de la famille. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. L'OMS qui indique que tous les cas suspectés doivent être donc dépistés. Explication. L'Organisation mondiale de la santé a appelé tous les pays à accentuer les programmes de dépistage de la population pour freiner la pandémie de Covid-19 à l'origine de la crise sanitaire mondiale majeure de notre époque. Les pays n'en font pas suffisamment pour retracer et tester chaque cas potentiel de contamination au Covid-19, se focalisant davantage sur des mesures pour créer une distance sociale entre les citoyens, a critiqué le chef de l'organisation Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nous avons un message simple pour tous les pays, tester, tester et tester, a insisté le chef de l'OMS lors d'une conférence de presse à Genève. Il y a désormais plus de cas et des décès dans le reste du monde qu'en Chine, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse. Bien qu'il y ait eu une escalade rapide des mesures impliquant notamment la fermeture des écoles et l'annulation d'événements, les efforts ont jusqu'à présent été insuffisants pour augmenter les tests, isoler les nouveaux cas et retracer leurs contacts sociaux, a dénoncé Tedros Adhanom, appelant ces mesures à être l'épine dorsale de la réponse au Covid-19. Les pays ne pourront lutter contre la pandémie s'ils ignorent qui est infecté et qui ne l'est pas, a-t-il prévenu. Vous ne pouvez pas combattre un incendie les yeux bandés. Les personnes qui prennent soin d'autres à la maison devraient également porter des masques et se laver les mains après chaque contact avec leurs patients. Les soignants devraient dormir dans une chambre séparée et utiliser une salle de bain séparée, recommande l'OMS. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.